Après 24 jours de guerre en Ukraine, la situation humanitaire est toujours plus précaire pour les habitants des villes assiégées. Dans ce journal, nous irons à Mariupol et à Kiev. De nouvelles manifestations de soutien à l'Ukraine ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes du monde, au 24e jour de l'invasion russe. Le secrétaire américain à la Défense en visite à Sofia pour s'entretenir avec le Premier ministre bulgare et évoquer le renforcement du flanc oriental de l'OTAN. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie perturbent de nombreux secteurs économiques. C'est le cas de l'agriculture. Reportage dans ce journal auprès de 2 agriculteurs dans l'ouest de la France. En Ukraine, les jours de guerre se suivent et se ressemblent avec des combats et des bombardements rendant toujours plus difficile la vie des habitants. La situation est particulièrement préoccupante à Mariupol. La ville située sur la mer d'Azov est encerclée par les forces russes. D'après un responsable local, certains habitants ont été emmenés contre leur volonté par les Russes et conduits dans la région pro-russe de Donetsk. Pour ceux qui restent, les conditions de vie sont de plus en plus précaires. Des témoins s'alarment notamment du sort d'un groupe d'une vingtaine d'enfants bloqués dans un sanatorium. La plupart sont orphelins et leurs tuteurs, du fait de la guerre, ne peuvent venir les récupérer. Par ailleurs, l'usine métallurgique de la ville, une des plus grandes d'Europe, a été très largement endommagée par les bombardements russes de ces derniers jours. À Kharkiv, à Kiev, dans les grandes villes, ce sont les mêmes scènes de désolation après plusieurs semaines de guerre. Face à l'offensive russe, les Ukrainiens tentent de résister, profitant des moments de répit pour renforcer les systèmes de défense. Combien cette guerre a-t-elle fait de victimes? Aucun chiffre officiel. L'ONU a indiqué qu'au moins 800 civils ukrainiens étaient déjà morts, précisant que le bilan réel était sûrement bien plus élevé. Et puis il y a les 3 200 000 civils qui ont pris la route de l'exil, dont près des 2 tiers vers la Pologne. Je suis sûr que vous comprenez que les négociations ne sont ni faciles ni agréables, mais elles sont nécessaires parce que c'est une affaire vitale. L'Ukraine a toujours cherché une solution pacifique, aujourd'hui plus que jamais. Ce qui compte pour nous, c'est le sort des victimes, le sort des familles, avec leurs maisons détruites. Tout ça, c'est ce qui compte le plus. Les forces russes ayant déjà beaucoup progressé dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, c'est maintenant vers l'ouest que les regards se tournent. Ainsi, les habitants d'Odessa, sur les bords de la mer Noire, se préparent à une offensive russe. Des civils qui apprennent le maniement des armes. Nous sommes à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Ces habitants, jeunes ou moins jeunes, sont volontaires pour défendre leur pays. Encore faut-il savoir le faire. D'où ces stages de formation encadrés par des instructeurs professionnels comme cet homme. Notre programme est conçu pour les personnes qui n'ont aucune expérience et même pour les personnes qui n'ont jamais tenu d'arme à feu. D'abord, on parle longuement de la sécurité car c'est essentiel. Il ne faut pas que les gens tuent leurs proches ou qu'ils se tuent eux-mêmes ou qu'ils se blessent. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à expliquer les choses en amont. Ensuite, il y a la manipulation des armes. On apprend comment charger une arme, comment la recharger, comment se tenir, comment viser. Les participants à ces stages acquièrent aussi les notions de base en matière de secourisme, savoir comment réagir quand on est soi-même touché durant les combats. Avant la guerre, l'armée ukrainienne organisait déjà ces stages d'entraînement destinés aux réservistes des forces de défense territoriale. Depuis le déclenchement du conflit, des civils choisissent de prendre les armes. C'est le cas de cette jeune femme, installée jusque-là en Pologne. Elle a choisi de revenir dans son pays pour se battre. J'ai 3 ans d'expérience militaire, dit-elle. Désormais, je n'ai plus rien à faire en Pologne. Ce qui compte, c'est mon pays. Mon mari est déjà retourné en Ukraine, je vais le rejoindre et on va se battre. Difficile d'avoir un chiffre précis sur ces Ukrainiens expatriés qui retournent dans leur pays pour combattre. Et ceux qui ne prennent pas les armes se portent volontaires pour aider dans les hôpitaux ou distribuer de la nourriture. Encore et toujours des manifestations de soutien à l'Ukraine. À Berne, en Suisse, ce samedi, des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la Bundesplatz pour dénoncer l'invasion russe et écouter le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé à la foule en direct par le biais d'un message vidéo. Danke. Ils étaient aussi plusieurs centaines à s'être rassemblés dans le centre d'Helsinki en Finlande.
Il s'agissait de la 4e manifestation de protestation contre l'invasion russe. Elle était organisée par l'Association des Ukrainiens de Finlande. Brandissant slogans chocs et drapeaux ukrainiens, ils étaient aussi très nombreux dans les rues de Paris pour soutenir l'Ukraine. Sur les plus de 3,3 millions de personnes qui ont fui le pays depuis l'offensive russe, environ 20 000 auraient rejoint la France. Enfin enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, quelques centaines de personnes ont aussi arpenté les rues de New York lors d'une marche des mamans en soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, en visite à Sofia pour s'entretenir avec le Premier ministre bulgare, Kirill Petkov. Alors que la Bulgarie refuse d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine, les deux hommes ont évoqué le renforcement du flanc oriental de l'OTAN. La Bulgarie continuera à faire tout son possible pour aider les Ukrainiens dans cette guerre et cette grande agression de la Fédération de Russie, a assuré le Premier ministre bulgare Kirill Petkov. Mais étant si proche du conflit, il n'est pas possible pour nous, à l'heure actuelle, d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine. Nous avons également parlé des choses que nos forces font ensemble et nous sommes très reconnaissants pour le leadership de la Bulgarie qui accueille ici un groupement tactique, a précisé de son côté le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Pendant que les deux hommes s'entretenaient, des manifestants ont montré leur mécontentement dans un parc situé près du ministère bulgare de la Défense. Quelques drapeaux russes y ont été aperçus. La guerre en Ukraine se fait sentir jusqu'ici, dans l'ouest de la France. Nous sommes à Pruy-le-Chétif, dans l'exploitation agricole d'Isabelle Le Bailleur. Élevage de porcs et de volailles, des animaux nourris avec des grains, blé, maïs, colza. Or, les prix de ces matières premières se sont envolés à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, l'impact pour nos exploitations, il est direct. C'est-à-dire que le ciseau des prix entre le prix où on est capable de vendre et qui n'a quasiment pas bougé et le prix de revient de nos animaux qui a augmenté de 50% de par l'augmentation des grains, des matières premières, c'est tout juste insupportable. À quelques kilomètres de là, l'exploitation de Philippe Dutertre, éleveur céréalier à Chemiré-le-Gaudin. Lui aussi s'inquiète de l'impact du conflit en Ukraine dans le monde agricole. Selon lui, cette crise devrait nous amener à garantir une meilleure sécurité alimentaire. J'espère que l'Europe et les gouvernements souhaiteront garder une agriculture forte et donc qu'on puisse malgré tout, et on a les moyens de produire notre nourriture, nourrir notre peuple. Pour tenter de maîtriser la flambée des prix de l'alimentation, le gouvernement français a récemment proposé de rouvrir les négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentation. Ces bâtiments alignés sont autant d'hôpitaux temporaires et de centres de quarantaine construits ces dernières semaines à Jilin, province du nord-est de la Chine, la plus touchée par la vague actuelle de Covid-19. Jilin qui rapporte ce samedi 2 décès. Il s'agirait des 2 premiers morts liés au coronavirus depuis plus d'1 an en Chine. Et la Commission nationale de santé du pays de tempérer néanmoins cette information. Ces personnes avaient toutes les 2 de graves maladies sous-jacentes. L'une d'elles n'était pas vaccinée contre le coronavirus. Elles ont développé une forme symptomatique légère du Covid-19. La cause directe de leur décès est liée aux maladies sous-jacentes. Ce samedi, la Chine a enregistré plus de 4000 nouvelles infections à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Jilin. L'épidémie s'est répandue et est présente dans plusieurs zones. Le variant Omicron représente la grande majorité des cas. Dans certaines provinces, il se propage rapidement. Actuellement, des dizaines de millions de personnes sont confinées chez elles à travers la Chine. Les autorités craignant notamment que ce regain épidémique ne mette le système de santé sous grande tension.